Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tové qui veut dire, si vous ne le savez pas encore, parler vrai dans une langue de l'ère Djoubéa. Ce soir, nous recevons un élu qu'on entend assez rarement et qui porte pourtant deux importantes casquettes en ce moment. Il est deuxième vice-président de la province Nord et membre du 17e gouvernement, élu mais qui n'est toujours pas entré en fonction. Yannick Slamette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'en prie. Alors, comme on vous connaît assez peu, on a un petit peu bouleversé le déroulement de cette émission ce soir. Et avant de parler de l'actualité et de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, je vous propose de regarder un reportage qu'on a tourné chez vous, à Point-Bout, et où vous nous racontez votre histoire et votre parcours. C'est un sujet d'Antoine Reiss. Au départ, j'étais plutôt un technicien, un gestionnaire. Plus qu'un politique. Mais avec des convictions quand même, puisqu'on ne peut pas faire les choses si on n'est pas convaincu. Donc à chaque fois qu'on fait les choses, si on prend cette direction-là, on ne peut pas faire semblant. Donc c'est voilà, avec les convictions qui sont celles d'aujourd'hui. Yannick Slamette a 69 ans aujourd'hui, comme il le précise. D'origine javanaise, son arrière-grand-mère fait partie du premier voyage des Indonésiens en 1896. Son grand-père et son père sont nés à Koné. Lui est né à Nouméa et a grandi à la vallée du Tyr. Son père fera carrière à la SLN. Et j'ai vécu dans un quartier dit très populaire. C'est que j'ai vécu à la vallée du Tyr, en France à la vallée du Tyr, et surtout dans le quartier de Doniambo, puisque mon père, même en étant né à Koné, à l'époque, le boulot se trouvait à Nouméa et à la SLN. Difficile exercice que de résumer le parcours de Yannick Slamette, tant ses expériences et ses missions sont denses. Après l'obtention de son bac en 1971, c'est en 1972 que sa carrière commence dans l'administration. Il passera le concours de catégorie C, puis B, jusqu'à devenir cadre de la fonction publique. De 1988 à 1993, il participe à l'élaboration de la province Nord. Après avoir travaillé aux services fiscaux, au service des domaines, pour la DRAF, c'est en 1997 qu'on lui confie la gestion des hôpitaux en province Nord. Alors je préviens quand même que je précise que la seule fois où j'ai été dans un hôpital, c'est quand je suis né. Mais je ne savais pas. Je savais pas comment fonctionnait un hôpital, mais je suis allé. J'ai qu'un seul mot, je suis exigeant. Ouais. Je suis exigeant avec moi-même, mais je suis exigeant avec les autres. Ah, c'est compliqué aussi, c'est compliqué pour les autres. En 2002, sonne l'heure de la retraite pour Yannick Slamette. Et c'est là que tout commence. J'étais à la retraite en 2002. Et donc entre 2002 et 2009, j'étais que jardinier, bricoleur, pêcheur. Et en 2009, un coup de fil. Et j'entends une grosse voix, j'espère qu'il ne sera pas vexé quand je lui dirai qu'il a une grosse voix, qui m'appelle et puis qui me demande si je vais bien, puis je demande c'est qui, puis j'entends que c'est, on me dit c'est Paul, puis je dis c'est Paul qui, puis il me dit c'est Paul Néoti. Et puis qui me demande à le voir, et donc je vais le voir et puis il me demande si je suis intéressé pour être le collaborateur, être son collaborateur en tant que conseiller spécial finance-budget. En 2009. Et c'est comme ça que je me fais embarquer dans la machine politique. Je vais dire, je suis un casanier compulsif et que devenir une personne publique, c'est un exercice très compliqué pour moi, que je fais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile. Alors il faut savoir que l'engagement politique, moi je répète encore, les convictions on les a, mais je ne me suis jamais engagé, moi j'aurais pu le faire avant, sauf que j'ai toujours considéré qu'il fallait que je fasse ma carrière professionnelle librement, de façon indépendante, et après je ferai peut-être une carrière politique, mais c'était pas écrit dans le marbre. Alors Yannick Slamette, un casanier compulsif, qu'est-ce que c'est? Un casanier compulsif, c'est celui qui, son premier objectif dès lors qu'il a un temps libre, c'est de rentrer chez soi, chez lui, et de vaquer aux occupations familiales et de loisirs, avec des loisirs restreints, puisque, je l'ai dit, je suis un casanier, j'aime rigoler, le jardin. Vous aimez être chez vous? J'aime être chez moi. Alors vous dites aussi dans le reportage, les convictions, on les a. Mais alors les convictions, quelles sont-elles pour vous?
Alors, quand je parle de conviction, ce sont celles du moment. Hein. Quand même, est-il besoin de le rappeler, je suis à l'UNI, donc je suis de conviction indépendantiste, et cette conviction-là, j'y tiens, à ce qu'on le sache. C'est une conviction qui s'est construite au fil des années ou que vous avez eue très jeune depuis longtemps? Alors, je vais dire, moi, je suis parti de quelque chose, c'est que je dis à chaque fois que toutes les options que l'on prend dans la vie, elles sont conditionnées par notre enfance, par notre parcours. Mmh. Et je le dis à chaque fois, moi, oui, je suis indépendantiste, mais avant d'être indépendantiste, je suis un indépendant. Et donc j'ai construit tout ce que j'ai pu construire, j'ai toujours tenu à le faire moi-même. Et sur la vie politique, je considère que l'indépendance, c'est de se débrouiller par soi-même. Mais c'est une conviction, un engagement politique qui est venu quand même au terme d'une longue carrière dans l'administration. Vous ne vous êtes pas senti l'âme d'un engagement politique tôt. Oui, vous avez d'abord été fonctionnaire assez longtemps. J'ai été fonctionnaire. J'ai toujours eu... la politique m'a toujours intéressé, mais au titre de l'information. Mais l'engagement, non. J'avais ces convictions-là, qui ont été confortées par la vie politique de la Nouvelle-Calédonie, et en particulier l'accord Matignon, les accords Matignon, et surtout l'accord de Nouméa. C'est ça qui vous a convaincu à franchir le pas? Oui. Oui. Alors, justement, on va passer à l'actualité politique du moment, qui est bien sûr dominée par les discussions qui ont lieu en ce moment à Paris sous l'égide du Premier ministre pour préparer l'accord de Nouméa. Et donc hier, on a appris un petit peu contre toute attente qu'une date pour le prochain référendum et dernier référendum de l'accord de Nouméa circulait le 12 décembre. Ça pourrait être annoncé par Sébastien Lecornu demain. Enfin, aujourd'hui à Paris. L'UNI a refusé d'aller à ces discussions. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette date qui aura été fixée? Comment vous voyez les choses? Alors, c'est pas contre toute attente. Je veux dire, c'était une probabilité. Hein, c'était soit en 2021, soit en 2022. L'UNI, en particulier, était dans l'attente d'une date en 2022, hein, puisqu'on l'a dit. Ce matin, j'ai appris que c'était le 12 décembre 2021. Ben oui, donc il faut attendre maintenant le contenu de cette date et de tout ce qui est de toutes les discussions qui ont fait qu'on arrête cette date. Donc vous pensez que cette date fait consensus? En tous les cas, à l'UNI et moi-même, je veux dire, pour nous, elle ne fait pas consensus, puisqu'on n'y est pas allé. Maintenant, j'ai été un petit peu étonné, et même très étonné, que cette date soit arrêtée avec un consensus à 22 000 km, alors qu'il y avait une partie quand même qui était censée aller pour écouter et non pas pour négocier. Donc s'il y a eu une négociation, c'est qu'il y a eu changement de parcours. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, la date du référendum faisait l'objet d'un consensus d'abord en comité des signataires et ensuite, bien sûr, la date est fixée par décret par le gouvernement. Là, la procédure serait différente. C'est vrai que l'UNI a récemment dénoncé une rupture dans le pilotage de l'accord de Nouméa. Donc vous vous attendez à ce qu'il y ait maintenant quand même un comité des signataires pour avaliser ça. Comment vous voyez les semaines prochaines? D'après les infos que j'ai, le comité des signataires se tiendra par visioconférence. Oui. Donc il y aura un comité des signataires. Au jour d'aujourd'hui, il s'agit de savoir si le consensus est une décision qui a été prise le 2 juin ou si c'est le comité des signataires, où se trouve le pilotage. Voilà, c'est ça. Maintenant, le consensus obtenu par qui? Du côté indépendantiste, c'est l'Union calédonienne qui est allée, oui. Pas le FLNKS. Moi, je ne suis personnellement pas FLNKS, je suis uni. Mais en tous les cas, est-ce que l'Union calédonienne a été mandatée par ses militants déjà? Donc je crois qu'il y a encore un chemin à parcourir pour que ce soit confirmé que le 12 décembre soit la date butoir. Donc vous pensez plutôt que la date pourrait ne pas être annoncée par Sébastien Lecornu dès aujourd'hui ou dès demain, mais qu'il y aurait d'abord un réexamen en comité des signataires pour éventuellement valider cette date. La sagesse voudrait que ce soit celle-là. Ouais.
Alors, on parle aussi donc de ce référendum et ensuite d'une période de 2 ans qui serait une sorte de transition, qui était une demande du FLNKS pour qu'il y ait cette période de transition. Et en cas de oui, donc elle servirait à élaborer les contours d'un nouvel État. En cas de non, au contraire, à définir un nouveau statut au sein de la République. Est-ce que ça vous paraît être une configuration acceptable, effectivement, qui est le référendum et finalement qu'on se mette d'accord pour cette période de transition comme les indépendantistes le demandaient? Alors, moi, je me pose surtout une question de dire acceptable ou pas acceptable. La question est de savoir, l'accord de Nouméa, on a dit que c'était un accord de décolonisation. Est-ce que la fin de l'accord de Nouméa, c'est la fin de la décolonisation? Est-ce que ce qui a été décidé cette nuit, est-ce que cela ça a été acté? Parce que si c'est le non, la Calédonie reste française, reste dans le giron français. Pour combien de temps? La décolonisation s'est terminée. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles méritent d'être éclaircies. C'est un peu le sens de la démarche de l'UNI de ne pas y aller. C'était de bien analyser les impacts du oui et du non pour que l'on puisse après bien se déterminer sur le calendrier, sur les discussions. Là, aujourd'hui, on nous dit c'est le 12 décembre. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Est-ce qu'on va changer la Constitution? Est-ce que l'irréversibilité des compétences qui étaient actées dans la Constitution par l'accord de Nouméa, par la loi organique, est-ce que cela va changer? C'est toutes ces questions-là. Et donc là, on décalerait finalement toutes ces discussions d'éclairage après le référendum. Après le référendum, mais justement, si c'est le non, on discute de quoi? C'est ça la question. Alors, il y a eu une base de travail qui a été transmise par l'État. C'est le fameux document sur les conséquences du oui et du non. Justement, que l'UNI aurait voulu disposer de plus de temps pour l'étudier. C'est un document de 44 pages qui est assez détaillé. Je suppose que vous l'avez eu entre les mains. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que c'était quand même une bonne ou une mauvaise méthode de la part de l'État de commencer par ça, même si ce document est arrivé tardivement? Je pense que c'est une bonne méthode. L'arrivée tardive, ça ne rentre pas dans la bonne méthode, puisque c'était une demande. Moi, je considère que ce document-là, il a une certaine valeur, mais il demande que l'on lise attentivement. Moi, personnellement, je ne suis pas juriste. Sur la nationalité, on me questionne pas mal sur la nationalité. Je suis incapable d'affirmer ce qu'il y aura. Je vais dire la double nationalité, le choix, ce qui va se passer. Dans les grandes lignes, oui. Au sens du droit international, je ne peux pas m'avancer là-dessus. On voit qu'il y a des ouvertures qui seraient faites sur la double nationalité, mais qu'elles ne seraient pas forcément automatiques pour tout le monde. Vous, par exemple, si vous aviez le choix, qu'est-ce que, entre la nationalité calédonienne, française, double nationalité, personnellement? Moi, personnellement, je suis calédonien. Je vais dire, je n'hésite pas. Et pourtant, la seule culture que j'ai, elle est française. Il n'y a pas contradiction. Je vais dire, je suis ici. J'ai toujours, moi, une formule, je dis toujours, on ne peut pas être dedans et dehors en même temps. Donc, si on doit appartenir à un pays, on appartient au pays. Donc, vous êtes calédonien avant d'être français? Oui. Mais je répète encore, je suis de sensibilité française. La seule langue que je parle, c'est le français. J'ai une éducation française. Aujourd'hui, j'assume être français. Mais vous sentez votre pays ici, comme vous dites. Vous êtes allé en métropole une fois. Une seule fois, il y a une trentaine d'années. Des souvenirs lointains. Alors, dans ce document-là, donc, que effectivement vous avez lu, pour la première fois, quand même, l'État... on a vu que l'État ouvrait finalement la porte à un accord d'association. C'est la première fois. Est-ce que quand vous l'avez lu, vous avez eu l'impression que c'était la première fois finalement que l'État évoque que possiblement il y aurait un accord d'association qui pourrait être signé avec le nouvel État en cas de oui ou avec d'autres pays? Alors, moi, je vais dire, l'association, c'est le vocabulaire français. L'association, c'est très large. Tout le monde trouve à boire et à manger dans Indépendance Association, y compris les loyalistes. Je vais dire ça comme ça, qui se disent association, pourquoi, etc. Bon, moi, je vais dire, moi, ça ne m'a pas étonné, parce qu'on ne peut pas passer autrement
que par une indépendance association. C'est impossible. Je le répète encore, la Calédonie, elle a été française pendant 150 ans, elle est encore française. Moi, je suis français. Je vais dire, l'association, elle est presque, je vais dire, innée quelque part avec la France. Donc, quelque part, cette question de terminologie entre association ou partenariat qui est plutôt employée par l'UNI, oui. C'est de la sémantique, finalement, vous bien pensez sûr. la même chose? Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est surtout un partenariat. Un partenaire naturel, c'est celui qu'on connaît le mieux, quand même. Hein. Je vais dire, on ne peut pas aller à l'inconnu pour dire, oui, on fera d'autres associations, d'autres partenariats, parce que c'est le commerce, c'est l'économie qui le dicte. Mais de premier abord, je vais dire, on va avec le partenaire, celui qu'on connaît le mieux. Je vais dire, de tous les indépendantistes, je vais le dire comme cela, moi, c'est la France que l'on connaît. On sait comment elle réagit, etc., etc. Donc, voilà. Mais est-ce que vous pensez que les loyalistes qui ont dit par la voix de Sonia Backès récemment, nous non plus, nous n'abandonnerons jamais notre revendication, comment imaginer que cette solution puisse être acceptée par les loyalistes, alors qu'eux aussi ont des convictions à défendre? Mais la seule différence qu'il y a avec les loyalistes, c'est qu'ils ont toujours le drapeau bleu-blanc-rouge autour d'eux, c'est tout. C'est ça qui fait la différence. La vraie raison, pour moi personnellement, il s'agit de savoir qu'en tout Calédonien qui est en Calédonie et qui sont comme moi calédoniens, il s'agit de savoir si on développe un sentiment d'appartenance à ce pays ou non. On peut comprendre leurs craintes. Oui, bien sûr, je comprends. Mais le partenariat, il existe déjà. Le partenariat, il existe. L'État français, quand on parle des 170 milliards, c'est bien un partenariat. Il n'est pas obligé de le faire. Moi, j'ai entendu le ministre qui a dit il y a 2 jours que oui, les transferts financiers s'arrêteront dès lors qu'il y aura l'indépendance. Mais il a surtout dit, en petite phrase, il n'est pas dit qu'en cas du non, que les transferts financiers continueront. Oui, donc dans tous les cas de figure, il faudra réfléchir à être mais je vais dire, plus indépendant d'une manière ou d'une autre. L'accord de Nouméa, c'est bien un accord de partenariat quand même. Avec toutes les compétences que détient la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie en tant qu'institution, il ne reste que les compétences régaliennes et l'article 27. Je veux dire, si on n'est pas dans un partenariat aujourd'hui, je vais dire, qu'est-ce que c'est? Alors, on va revenir en Calédonie, à l'actualité oui. politique locale. Donc, vous êtes membre du 17e gouvernement qui a été élu le 17 février. Donc, ça commence à faire un petit moment. Est-ce que ça va encore durer longtemps ou est-ce que vous allez finir par vous mettre d'accord pour prendre la présidence de l'exécutif entre l'UNI et l'UC? Je vais dire, au stade des discussions, vous savez qu'il y a 2 tiers des membres du gouvernement qui sont en métropole, à l'UC. Donc les discussions aujourd'hui, à ma connaissance, parce que je ne fais pas partie de la négociation directe, hein, donc c'est pas Louis Mapou, il y a des camarades qui sont chargés de faire ces négociations. Moi, je vais dire, la raison voudrait qu'on se dépêche. Parce que le temps presse quand même. Le temps presse, pas par rapport au 12 décembre, mais par rapport à la situation aujourd'hui, sociale, économique, voire même morale des Calédoniens. Et donc, alors, est-ce que le déblocage pourrait être, par exemple, que l'UC vote pour Thierry Santin, comme on a pu l'entendre parfois, et que finalement, il y a une sorte de creusement des différences entre l'UNI et l'UC? Vous avez entendu parler de ça? Moi, j'en ai pas entendu parler. J'ai surtout entendu que Thierry Santin ne voterait jamais pour l'Union calédonienne. Enfin, il l'a dit, je l'ai entendu. Maintenant, si c'est l'inverse, je pense qu'il faut poser la question à l'Union calédonienne. Alors, il y a votre nom aussi qui a circulé un peu pour prendre la présidence du gouvernement. Donc, vous pourriez peut-être être une passerelle entre les deux, c'est vrai? Alors, je vais dire, ça, c'est des conclusions qui ont été tirées. Mais je vais dire, mon nom est apparu à l'insu de mon plein gré. Je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas sorti de l'UNI.
c'est surtout sorti par l'UC. Donc moi, je n'ai jamais travaillé en dehors de l'UNI, et que j'ai été étonné que le président de la province des îles a une radio prononce mon nom, et après dans le quotidien de voir mon nom proposé par l'Union calédonienne. On peut être flatté, mais bon, je suis dans une formation et... Vous pensez que c'est plus une manœuvre? Ouais, je vais dire c'est possible que ce soit une manœuvre peut-être, mais je crois pas. Moi, je veux dire, j'ai pas été chercher plus loin. J'ai simplement fait savoir que j'étais pas un plan B. Alors, si donc vous entrez au gouvernement pour la première fois, quel portefeuille vous intéresserait? Alors, moi, je vais dire, de par ma carrière professionnelle, j'ai commencé par faire de la gestion de patrimoine, de l'aménagement. J'ai été directeur des hôpitaux, donc j'ai fait de la gestion financière et budgétaire. Et j'ai été dans la santé aussi. Donc, mais il est vrai que, parce que je suis encore dans certains conseils d'administration des hôpitaux, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me voient comme celui étant le futur membre en charge de la santé. En charge de la santé. Alors revenons à la province Nord. Il y a eu une rafale de rapports de la Chambre territoriale des comptes qui sont sortis récemment et qui ont été particulièrement sévères sur la gestion de la Sofinor et de la SMSP et sur la doctrine nickel. On a appris aujourd'hui que la Sofinor était à son tour placée en procédure de sauvegarde. Vous confirmez? Je confirme, oui, qu'il y a une procédure de sauvegarde. Mais la procédure de sauvegarde, ce n'est pas la procédure de règlement judiciaire ni de liquidation judiciaire. Non, c'est la même procédure sur laquelle avait été placée le 17 mai la SMSP. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous n'avez pas de liquidité suffisante pour assumer vos propres dettes, il y a une espèce de moratoire qui peut être autorisé par la sauvegarde, la mise en sauvegarde. Mais il est vrai que ça ne doit pas durer... je ne sais plus si l'administrateur qui a été nommé a donné combien de temps à la Sofinor, mais en tous les cas, je veux dire, c'est presque une procédure normale. Alors à la différence, c'est vrai qu'à la différence de la SLN, quand Sofinor et SMSP sont en difficulté, on n'a pas un gros prêt ou une grosse avance de trésorerie par l'État. Il faut qu'on se débrouille. Et alors justement, l'endettement de 1252 milliards qui a été évoqué dans les rapports de la Chambre territoriale des comptes, vous confirmez ce chiffre qui est quand même astronomique? Oui, il est astronomique, c'est le coût de l'usine, mais ce n'est pas le coût, comme certains veulent le dire, c'est à la charge de la province Nord. Dans les prochaines semaines, vous allez avoir le compte administratif de la province Nord. On n'a pas un passif de 1252 milliards. C'est une dette de KNS. C'est une dette envers KNS. C'est une dette de KNS envers Glencore. Point barre. Donc c'est le partenaire qui finance. Mais la province Nord a quand même fait des prêts, oui, dont un qui a été remis en question par la Chambre territoriale des comptes, bon, pour 6,4 milliards quand même à peu près, à la Sofinor. Donc ça veut bien dire que la province Nord a une responsabilité vis-à-vis de cette dette. Elle a une responsabilité parce que c'est la province Nord qui a porté ce dossier. Les 6 milliards, eh ben oui, on avait la possibilité de le faire. Eh ben on l'a fait. C'était l'époque où la province Nord avait un gros fonds de roulement. Bon, on l'a fait. Et donc maintenant, cette procédure de sauvegarde va permettre de geler ces dettes pendant une période? Geler ou tout au moins choisir le paiement de certaines dettes vis-à-vis d'autres dettes. Ou au moins geler, oui, de certaines donc dettes. De souffler un peu avant. Souffler un peu, de faire entrer du cash pour pouvoir relancer la machine. Alors, la Chambre des comptes a dénoncé à propos de la doctrine nickel une formulation vague qui ne relève pas de la détermination de programmes stratégiques avec des objectifs précis. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que membre de l'exécutif de la province Nord, vous pourriez nous dire quels sont les objectifs de la doctrine nickel? Les objectifs de la doctrine nickel, c'est de dire ce qui sort de la terre de Calédonie, puisque c'est une ressource non renouvelable, profite à l'ensemble de la Calédonie. C'est ça qui est intéressant. Au jour d'aujourd'hui, vous avez de l'extraction, c'est un exemple. On est le seul pays au monde où on extrait la terre de Calédonie et que l'on ne fait pas payer. La terre est gratuite. La terre est gratuite. Et pourtant, la valeur ajoutée,
elle n'est pas exclusivement pour les Calédoniens, elle est un petit peu confisquée. C'est ce que je dis, moi. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, eh ben, c'est un choix. Pour revenir à la Chambre territoriale des comptes, elle a fait le reproche que l'Assemblée de province n'avait pas statué, etc. etc. Mais il faut savoir que la compétence appartient à la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée de province Nord n'avait pas à se prononcer sur la doctrine Nickel. La doctrine Nickel, c'est l'apanage d'un homme politique, qui en l'occurrence est le président de la province Nord, et d'un parti politique. Mais ce n'est pas la province Nord. Et donc, dans ce que vous m'expliquez, donc effectivement, l'idée est, comme vous dites, de tirer de l'argent de cette terre. Et la stratégie, en fait, c'était de prendre des parts au capital en espérant des retombées en dividendes. Mais on voit bien que, comme justement l'écrit encore la Chambre, on observe une appropriation des bénéfices par la Sofinor et une socialisation des pertes par la province Nord. Parce que finalement, pour le moment, il n'y a pas de dividendes qui sont remontés à la province. Mais je suis bien d'accord là-dessus. Je vais dire, quand on construit un immeuble, vous voulez construire un immeuble de location, d'abord vous payez vos dettes et après vous avez les loyers qui vous rentrent en cash. On ne pensait pas que les loyers allaient venir si tardivement, parce que là, c'est une usine quand même, hein. On est parti de rien. Quand on part des accords Matignon, l'achat de la SMSP, l'achat de la SMSP a été fait avec l'aide de l'État, dans le cadre des accords Matignon. Et au jour d'aujourd'hui, la SMSP est devenue le premier mineur, je vais dire, de Calédonie. Aujourd'hui, on le fait le reproche de l'avoir fait. Mais il fallait bien commencer. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a un autre rapport qui vient de sortir, cette fois sur la stratégie nickel de la province Sud. Il est tout aussi cruel que celui concernant le Nord, où on observe que dans le Sud, ils n'ont pas plus de stratégie que vous. Ou alors, au contraire, ils n'ont pas non plus de stratégie qui a permis de tirer des bénéfices de l'industrie du nickel. Est-ce que vous ne trouvez pas dommage, finalement, ce qu'on voit bien, c'est que dans un pays qui a un quart des ressources mondiales du nickel, il n'y a pas de stratégie globale à l'échelle du pays? Mais c'est bien cela, là, l'histoire de, je vais dire, la province Sud, mais la province des îles. Pourquoi on a intéressé la province des îles aussi avec la société SPMMC, etc. C'est bien parce que la province des îles n'a pas de nickel, donc elle aussi est partie prenante dans la doctrine nickel. Donc, je vais dire, faire le reproche aujourd'hui que la Calédonie, c'est un seul et même morceau, je vais dire, nord-sud-île, ben voilà. Donc, alors je voulais dire, moi, sur ce rapport-là, il faut savoir que la Chambre territoriale des comptes, comme la Cour des comptes, c'est un contrôle a posteriori. Donc, un contrôle a posteriori, on voit les éléments, la forme dedans, à l'intérieur. L'esprit, il n'y est plus. 10 ans après, quand on contrôle quelque chose 10 ans après, ben oui, on pourra toujours dire on aurait dû, pourquoi on l'a fait, et c'est le rôle de la Chambre territoriale des comptes. Mais je voudrais dire aussi, c'est qu'un gros rapport comme cela qui en est sorti, il y a quoi, 9 recommandations, 3 préconisations, ça fait pas beaucoup. Donc finalement, ça fait pas beaucoup pour un gros pavé. Donc, moi, je vais dire, je relativise. Il y a des choses dedans qu'il faut rectifier parce qu'on n'est pas parfait. Mais en tous les cas, on n'a pas fait n'importe quoi. Alors, on va se détendre un petit peu. On va passer à notre rubrique la question qui pique ou la question qui plaît. Je vais vous présenter nos 2 traditionnels paniers avec les questions qui plaisent là et les questions qui piquent ici. Alors, laquelle choisissez-vous? Bon, ça me fait penser au concours. Passer le concours. On tire le sujet. On tire le sujet au sort. Bon, ça va, à mon avis, ça va être plus facile que le concours. Alors, malgré vos apparences joviales, vous avez la réputation d'être quelqu'un de caractériel qui s'emporte facilement. Qu'est-ce qui déclenche votre impulsivité? Alors, je vais confirmer, oui. Dire que je suis impulsif, non, je me maîtrise quand même. Donc, vous ne perdez jamais vos nerfs? Ça m'arrive, mais je pense que très rarement. À mon âge, c'est de plus en plus rare. Mais il est vrai que dernièrement,
Oh, ça doit dater de 10 jours. Oui, j'ai eu un coup de sang. Ce qui me déclenche ces colères, c'est le manque de respect. Ça, vous ne supportez pas. Je ne supporte pas. Ça, c'est dans le cadre d'une réunion, que des gens puissent avoir des mots qui soient irrespectueux envers tous les membres. Je ne le supporte pas. Merci, on va passer à la deuxième partie de cette émission entre nous. Alors, on va commencer par un petit questionnaire de Proust. Le défaut que vous ne supportez pas chez les autres. Le défaut que je ne supporte pas, le manque de franchise. Votre passe-temps favori. Jardin. Et je fais du sudoku. Ah, jardin et sudoku. Sudoku, bah oui, quand le soleil N'est pas de la partie. n'est plus de la partie, ou le soir, ou par temps de pluie, et ces derniers temps on est servi. Ouais. Donc oui, je suis au sudoku. Le pouvoir surnaturel que vous aimeriez avoir. Pouvoir transformer la pensée des gens à ma pensée. Ça, tout le monde aimerait bien. Votre devise dans la vie. Toujours aller de l'avant. Merci, on passe maintenant à notre QCM. Alors Yannick Slamet, vous nous avez confié que vous ne vous étiez jamais vraiment intéressé à votre généalogie et à vos lointaines racines indonésiennes et japonaises. On vous a donc préparé un questionnaire sur l'histoire de ces deux communautés en Nouvelle-Calédonie. Alors, première question. Entre 1892 et 1919, combien de Japonais sont venus travailler dans les mines de nickel ? 5575, 7320 ou 10 260 ? Je pense que ça doit être 5575. Bravo. Oh, je vais vous dire pourquoi. Je peux le dire ? Oui, allez-y. Parce c'est le seul chiffre qui soit précis. Ah bon ? 5575, ça aurait très bien pu être 5570. Ah, d'accord, donc on a mal préparé notre questionnaire, merci. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un événement va ruiner l'existence de la communauté japonaise en Nouvelle-Calédonie, lequel la bombe atomique sur Hiroshima, l'attaque de Pearl Harbor ou la bataille de Guadalcanal. L'attaque de Pearl Harbor. À la fin du 19e siècle, quand arrivent les premiers Indonésiens en Nouvelle-Calédonie, l'Indonésie est une colonie portugaise, australienne ou néerlandaise ? Néerlandaise. Oui. D'où vient le terme Kakan, qui désigne familièrement les Indonésiens de Nouvelle-Calédonie ? Alors, Kakan, c'est le frère. Ah, bon, ben voilà, j'ai même pas eu le temps de vous proposer faire part de mes propositions. Effectivement, Kakan, qui veut dire grand frère, ou aîné. Ben, c'est très bien, bravo. Vous voyez, vous en connaissez plus que vous ne voulez le dire. Que je vous dise, je peux donner une anecdote sur le mot Kakan. Je vous en prie. Mais je le dis ça à l'intention de mes camarades de l'Uni. C'est que quand on m'a sollicité pour être parmi eux au gouvernement, et quand est sortie la lubie de l'Union calédonienne de me proposer comme président du gouvernement, je leur ai dit que les indépendantistes avaient du souci à se faire, parce qu'ils avaient longtemps parlé de Kanaki, et que ça pouvait être Kakanaki. Kakanaki, oui. Alors, on passe à notre dernière rubrique rapidement. Je vais vous proposer deux photos qui portent sur l'actualité extérieure du pays. Alors, la première photo, vous allez voir, c'est Emmanuel Macron qui est allé récemment au Rwanda, où il a reconnu les responsabilités de l'État dans le génocide de 1994. Il a apporté un regard sans déni mais lucide sur cette histoire. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Rwanda ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'en ai Ça entendu parler, mais je n'ai qu'un vague souvenir. Non, c'est pas. Je n'ai qu'un vague souvenir du Rwanda. Ouais. Je sais qu'il y a eu un génocide. Que ce génocide a sûrement pas été autorisé, mais en tous les cas, les
les grandes nations ne s'en sont pas occupées, ne sont pas intervenues, ne l'ont pas empêché. Mais j'ai entendu par contre l'intervention du président Macron sur ce sujet. Alors je vais vous proposer une deuxième photo qui à mon avis va vous parler beaucoup plus, qui est celle d'Antoine Camboiré, entraîneur du FC Nantes, qui vient de sauver la place du club en Ligue 1. Donc ça vous a fait plaisir, j'imagine que vous aimez le foot, vous êtes un ancien joueur vous-même. Oui, d'ailleurs, oui, moi j'ai suivi le match, les 2 matchs. De loin, Antoine Camboiré, donc je l'ai suivi en tant que footballeur, etc., etc. Et que oui, une certaine fierté. C'est un supporter des Canaries? Moi, pas forcément. Alors je suis supporter du football, du foot en général. Ouais. Mais je suis pas je suis pas. Pas de club en particulier. Pas de club, j'aime le foot, c'est tout. Très bien, mais écoutez, c'est le moment maintenant de se quitter. Et comme d'habitude, dans Tové, c'est vous qui avez choisi la musique du générique. Et qu'avez-vous choisi? Et alors, pourquoi? Moi, je suis un fanat de Carlos Santana. Et le morceau que vous entendez, c'est Samba Bati. Alors, j'ai toujours aimé ce morceau-là. Et je vais dire, quand j'ai subi une opération en 2009 en Australie, et là-bas, quand on est en préparation d'être anesthésié, on nous demande quel morceau. Et j'ai demandé ce morceau-là que j'ai entendu quand je me suis endormi. Et bizarrement, quand je me suis réveillé, j'avais la musique dans la tête. D'accord, vous avez mis ça dans le casque. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, mais je l'écoute au moins une fois par semaine, ce morceau. Très bien, mais pendant qu'on écoute Carlos Santana, je vais vous demander de mettre un petit mot dans notre livre d'or. Merci Yannick Slamet d'avoir accepté notre invitation à Tové. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain et ce sera Audrey Poedi qui sera à ma place. Belle soirée sur Calédonia.